3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Luciana Duprat est avec nous ce soir, responsable adjointe notamment de l'équipe investisseurs de Ports-en-Par. Bonsoir Luciana. Bonsoir. Ravi de vous accueillir pour votre première dans cette émission ce soir. Olivier de Béranger est avec nous, directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Christian Mariet avec nous également en plateau pour compléter ce tour de table, gérant chez 21st Capital. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Luciana, je vous offre la parole bien volontiers pour entamer la discussion. L'idée étant de faire un bilan quand même des communications des banques centrales qu'on a pu avoir depuis une semaine. Je prends le point de départ de la BCE la semaine dernière, en passant par la Fed hier, et puis des communications qu'on a pu suivre aujourd'hui pour la Banque d'Angleterre et des banques peut-être un peu moins importantes, quand bien même la BNS s'est exprimée, Banque nationale suisse, après ce qu'on a vécu le week-end dernier, ou encore la Norges Bank pour la Norvège. Est-ce que l'équilibre de ces communications paraît satisfaisant aujourd'hui au regard des développements qu'on a connus depuis 15 jours qui ont peut-être un peu accéléré ou bouleversé l'histoire ? Alors, l'équilibre, on voit que les banques centrales, elles réagissent de manière concertée. Elles ont un discours commun. Alors, chacun va lutter contre l'inflation. C'est vraiment la priorité. Ce qui a peut-être ému les investisseurs en début de séance aujourd'hui, c'était le discours de la Fed, où, comme vous avez dit en début, ils ont un message de prudence, d'honnêteté aussi, parce qu'en fait, ils disent qu'ils attendent d'avoir des données avant de prendre de nouvelles décisions. Et c'est vrai que les banques centrales, ces derniers temps, nous avaient plutôt habitués à nous donner des prévisions sur ce qu'elles allaient faire. Alors maintenant, ça paraît quand même sensé qu'en cas de coup dur, on essaye d'ajuster. C'est vrai qu'on est quand même loin du temps que je n'ai pas connu de Greenspan, qui disait que si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Donc voilà, on a quand même un discours cohérent et transparent des banques centrales aujourd'hui. Un discours qui respecte, j'allais dire, l'enjeu de la stabilité financière, qui n'était pas l'enjeu prioritaire jusqu'à il y a 15 jours, oui, Luciana. Ces banques centrales se montrent pas indifférentes à cette question. Non, mais c'est vrai que la priorité, ça reste quand même la lutte contre l'inflation. En zone euro, on l'a vu, on est toujours à 8,5%, c'est important. La Banque d'Angleterre, on est à plus 10% d'inflation. Donc, on a quand même un problème d'inflation. Maintenant, là où il faut relativiser, et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on est arrivé proche du cap que les banques centrales s'étaient fixées dans le relèvement des taux. Donc ça, c'est quand même un point important. Oui, on n'est pas au début du cycle de resserrement. Non, on n'est pas au début du cycle de resserrement. Donc voilà, on est à la fin. Maintenant, c'est sûr qu'il y a cette problématique, et c'est une des missions des banques centrales, c'est de maintenir la stabilité financière. Elles ont des outils pour maintenir cette stabilité financière. Et là, pour l'instant, on le voit, elles ont pris quand même la mesure de ce qui s'était passé. Encore une fois, elles ont pris des mesures soit sur leur zone géographique de prédilection, soit de manière concertée. L'annonce des 6 banques centrales pour dire qu'elles assuraient la liquidité sur le dollar, c'est quand même important. L'autre fois où on a vu des actions fortes des banques centrales, c'était en 2020. C'est vrai qu'il y avait un confinement, personne ne savait ce que c'était, tout le monde était sidéré par cette situation. Rapidement, les banques centrales, elles ont annoncé des mesures fortes, de manière quand même concomitante, et c'est ça d'ailleurs qui a permis au marché actions, en tout cas sur le CAC 40, on est passé en un mois de 3006 à 4400. Finalement, la dernière fois où on a eu comme ça une crispation très forte, c'était 2008. Et là, les banques centrales, elles ont dû mettre en place les outils, les procédures, mais elles ont quand même considéré qu'elles avaient un rôle à jouer et que, contrairement à ce qui s'était passé en 1929, elles n'allaient pas laisser faire. Donc ça c'est important aussi. C'est que les banques centrales, elles sont là et les États aussi. On l'a vu même, on y reviendra sûrement avec la Silicon Valley Bank. On a la Fed, le Trésor américain, mais Joe Biden tout de suite aussi qui a communiqué pour rétablir la confiance, parce que c'est ça qui est important en fait, c'est la confiance. Et dans ce cadre-là, la vitesse de réaction, sans doute, compte beaucoup par rapport à l'expérience 2008, peut-être. Olivier, vos commentaires, votre analyse
et la question clé de savoir comment est-ce que le choc de confiance ou la crise des dépôts bancaires aux États-Unis va se traduire dans l'économie réelle à travers les conditions de crédit, etc. C'est impossible de répondre à cette question aujourd'hui. Jérôme Powell l'a dit lui-même, we still don't know. Néanmoins, il faut quand même y réfléchir. Moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, je trouve qu'effectivement, on peut faire confiance au système. On voit bien que les réactions sont rapides. Mais je crois quand même qu'il y a un certain aveu que là, on navigue à vue, mais à vue très courte. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est intéressant de voir quand on voit les attentes de marché, que 80% en gros des intervenants attendaient une hausse de 25 BP hier qui a eu lieu. Donc comme ça, on n'a pas créé de surprise. Tout le monde est d'accord pour dire qu'avoir fait 0 de hausse, ça aurait été plutôt inquiétant. C'est-à-dire que tout le monde se serait dit « Ouh, il y a quelque chose que je ne sais pas dans le système bancaire américain que la Fed est en train d'adresser en montant les taux en les taux changer. » En passant son tour sur une hausse de taux. Et pourtant, on sait que ce qui s'est passé chez SVB, en gros, correspond à un resserrement des conditions financières aux États-Unis de 25 à 50 BP. Ouais. Donc en fait, on a eu beaucoup plus de hausse des taux dans les 15 derniers jours. Ouais. Que ce qu'on aurait pu s'attendre avant la crise de SVB. Donc, est-ce qu'il va y avoir un impact sur l'économie ? Oui. Pourquoi ? Parce que la manière dont le financement des entreprises et des particuliers est fait aux États-Unis est un peu différent de l'Europe ou de la zone euro ou même du Royaume-Uni. C'est surtout les moyennes et petites banques qui prêtent aux entreprises et aux consommateurs. Quand on regarde la part des petites banques dans les prêts aux consommateurs, c'est le double à peu près de leur taille de bilan par rapport à l'ensemble du marché. Si on regarde les prêts commerciaux aux entreprises, c'est environ 30% de plus que leur taille. Donc évidemment qu'après l'affaire SVB, la première chose que vont faire les directeurs de risque de ces banques, c'est couper le crédit. On avait déjà, avant l'affaire SVB, on avait depuis le début de l'année, on avait 60% des loan officers, donc ceux qui sont responsables de l'octroi de crédit aux États-Unis, qui disaient « je suis en train de resserrer les conditions de crédit d'octroi à mes clients ». Bon, je pense qu'on est à 99,9 ce soir. Oui, c'est ça. Oui. Donc cette tendance n'a fait que s'accroître. Ça va que ça s'accroître. Deuxièmement, pour avoir des emplois, pour prêter, il faut avoir des ressources. Et il y a 2 ressources qui se tarissent dans les systèmes des banques commerciales de petite taille aux États-Unis. Il y a les dépôts, je crois qu'on suffisamment commenté. Et puis aussi l'accès au marché financier. C'est-à-dire que ça ne va pas être facile pour une banque américaine aujourd'hui d'émettre un loan, enfin d'émettre une obligation à 5 ans, senior, sans que ce soit un coût exorbitant. Donc on va avoir moins de dépôts, on va avoir moins de ressources, donc on va avoir moins de crédits, ça ne fait pas de doute. Et ça a forcément un impact sur l'économie américaine par 2 canaux de transmission. Le consommateur final, qui fait toujours, je vous le rappelle, 2/3 du PIB américain. Donc, s'il achète moins de voitures, s'il a moins de crédits, s'il a moins accès au marché immobilier, évidemment que ça va avoir un impact sur la croissance. Et puis, les entreprises qui vont avoir plus de mal à se refinancer. D'ailleurs, quand on regarde les prévisions de croissance de la Fed pour 2023, on est tombé à 0,4. Si on regarde la croissance attendue pour le premier trimestre, en gros, ça veut dire qu'on a légère récession au Q2, Q3 et stable au dernier trimestre. Donc, pour répondre à votre question, Grégoire, oui, il y aura un impact et un impact assez net sur l'économie américaine. Si tout ce que vous décrivez là comme enchaînement se matérialise assez vite, ça veut dire qu'on a peut-être assisté cette semaine à la dernière hausse de taux de la Fed dans ce cycle. Et est-ce que ça veut dire que la première baisse de taux du nouveau cycle de la Fed est assez proche de nous aujourd'hui ? Alors je ne dirais pas qu'elle est proche, mais je dirais qu'effectivement, on est proche de la fin de la hausse des taux. Je pense qu'à la Fed, je disais tout à l'heure qu'ils naviguaient à vue, qu'ils sont en gros data dependent, comme diraient les Fed Watchers. Je pense qu'ils sont en train de prier pour qu'il y ait une mauvaise donnée, notamment sur le marché du travail. Ouais. Et d'ailleurs, si vous regardez les attentes publiées hier soir de la Fed sur le taux de chômage, ils s'attendent à une assez forte remontée du taux de chômage. Qui est à 4,6, c'est 4,6 en fin d'année 2023 contre 3,7 à la fin 2022. Un point. Un point de hausse du chômage, c'est récession dans 100% des cas aux États-Unis. Donc, je pense qu'ils savent qu'ils arrivent au bout. L'inflation tarde à baisser, donc c'est difficile de dire le prochain mouvement, ce sera une baisse, mais je pense que tout le monde prie très fort pour avoir une prochaine publication du CPI ou des indices de prix dans l'ISM qui sont orientés nettement à la baisse. Bon. Christian, dans quelle mesure on a changé de monde là en 15 jours ? Je rappelle, le monde il y a 15 jours, 3 semaines, c'était quand même l'idée
au minimum du soft landing, voire du no landing, avec un Jérôme Powell qui nous disait ça va encore trop vite, trop fort, on était à 25 points de base, peut-être qu'on va remonter encore à 50, etc. Ça, c'était il y a 3 semaines. Hein. C'est il y a 3 semaines. C'est le bon ton aujourd'hui de louer l'action des banques centrales et de leur technicité, si on peut appeler ça comme ça. C'est vrai que ça a progressé d'une façon considérable depuis la crise 2007-2008 et sans remonter à 1929, bien entendu. Donc c'est véritablement un bon acquis. Par contre, quand on veut raisonner, en tous les cas, moi, ce qui me concerne en tant que gérant d'actifs financiers, finalement, vous savez... 0,25, 0,50, demain, après-demain, tout ça, c'est pas ça qui fait les cours de bourse, hein, enfin, sur moyen terme. Les gens qui investissent en bourse, a priori, c'est quand même pas pour 3 jours. Donc, l'intérêt, il n'est pas là. Il y a une chose quand même qu'on oublie, puisqu'on est assez gentil quand même, c'est le pire qui puisse arriver à une banque centrale, c'est une erreur de pilotage. Tout le monde en a convenu, et puis on l'a déjà vu dans le passé, et c'est ça qui est à redouter. Dire que l'inflation est transitoire et que ça va se passer en quelques jours, quelques semaines, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de pilotage quand même qui était... Je ne vais pas faire le procès de qui que ce soit. On revient sur l'idée du retard à l'allumage, c'est ça, Christian ? Moi, comment dire, j'ai pas les capacités je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à leur place. Je dis simplement qu'il me semble qu'ils ont fait une erreur. Qu'il y a une erreur qui a été commise d'appréciation des choses. Bon. Ils auraient commencé le cycle de hausse de taux 6 mois avant. Est-ce que ça aurait changé fondamentalement l'histoire ? Probablement. Ah oui ? Probablement. Ah oui, à 6 mois près, ça pouvait changer déjà. Il n'y avait pas encore eu la guerre en Ukraine, il n'y avait pas encore eu tout ça. Hein. C'était déjà dans les tuyaux, l'inflation. Je suis désolé, avant la guerre en Ukraine. On voyait déjà bien les chiffres qui étaient bien avancés. Donc, il y a eu une réaction. Et puis après, de dire que c'est transitoire... là, l'erreur, elle est là. Ouais. Déjà, ils auraient dû combattre cette inflation. Après, il y a une question de génération. Enfin, sur le marché, c'est pas malheureusement, mais des gens qui ont connu l'inflation, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais par contre, il y en a qui ont quand même beaucoup connu une période pré-déflationniste pendant 10 ans que les banques centrales n'ont jamais réussi à corriger complètement. Mais ça passe avec l'inflation, donc c'est autre chose. Alors effectivement, la déflation, c'est encore pire, qu'on voit dans l'histoire. Donc ça a été combattu, il fallait le faire, non, d'accord. Mais là, on a laissé se développer donc des phénomènes inflationnistes sans vouloir les combattre dès le début. Donc maintenant, la réaction est plus violente. En erreur de pilotage, on dit finalement c'est transitoire, puis finalement ça ne l'est plus. Et maintenant, de statistique en statistique, on se rend compte que ça continue encore. Hein. Donc les matières premières ont baissé, c'est super. Et puis finalement non, parce que les services continuent à monter, un certain nombre de choses continuent à monter. Donc ça devient extrêmement délicat. Après, ce que je retiendrai donc sur ces banques centrales, vraiment pour raisonner en tant qu'investisseur, pour responsable de l'épargnant, si vous voulez, c'est ce qu'a dit Powell, qui a dit un peu ce que vous venez de dire. Mais clairement, là, par contre, il a dit le changement dans les conditions de crédit et le resserrement, c'est certainement au moins aussi important en conséquence que la hausse des taux. Ça peut équivaloir à des hausses de taux, oui. Voilà. Oui. Mais il a dit que c'était peut-être aussi important, et moi je suis persuadé que oui. Hein. Donc ça veut dire que se dire de 0,25 ou 0,50, puis après ça ne bouge plus. Je crois qu'il a employé la formule crédit crunch à un moment. Voilà. Je crois qu'il a parlé d'un risque de crédit. Alors Christine Lagarde a dit aussi à peu près la même chose. Elle a dit finalement, elle a vu le bon côté des choses. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, toutes ces histoires-là, ça va aboutir, alors elle n'a pas dit le mot récession, mais enfin un ralentissement. Et donc ça c'est bien pour l'inflation. Alors moi, je me positionne encore une fois en tant qu'investisseur, parce qu'on peut toujours parler de choses qui n'ont pas de répercussions directes sur une activité. Mais là, finalement, toute la problématique, elle est là. C'est-à-dire que vous avez des taux qui sont passés de quasiment 0 ou moins quelque chose à 3. Donc, c'est assez méconnu. Mais on le sait pour le marché obligataire. Vous achetez un emprunt d'État 10 ans, des taux sans risque. Et puis les taux passent de 1 à 3, on sait que ça fait baisser. C'est pas... Et bien sur les actions, les gens ne savent pas. Bien sûr. Que si vous bougez rien par ailleurs, ça vous fait baisser autant que le marché. C'est quand même bien ce qu'on a expérimenté l'an dernier, Christian. Oui, mais est-ce qu'on en tient compte ? Parce que là, les gens disent, on dit finalement, une fois tout ça passé, on repart comme avant. Non, parce qu'à moins d'être partisan de dire, je pense que les taux vont baisser à 0.
Mais donc, ce que vous dites, c'est que là, c'est pas parce que l'inflation va se corriger par le resserrement des conditions de crédit bancaire que les taux vont rebaisser. Voilà, surtout les taux longs. Je parle pas des taux. Ils vont les taux courts, ils ont déjà un peu rebaissé. Et donc, on va rester avec quelque chose qui va peser sur le marché. Et l'autre chose qui va peser sur le marché, pour revenir avec des choses concrètes encore, les taux d'intérêt. Et de l'autre côté, à partir du moment où on dit c'est formidable, c'est super pour l'inflation, mais en fait, finalement, quelqu'un qui achète des actions, c'est pas tellement son propos. Ce qu'il va voir, c'est que le ralentissement économique, voire récession, va peser sur les résultats des sociétés, et que vous allez avoir d'un côté les taux qui sont passés de 0 à 3, puis de l'autre côté les bénéfices qui vont, alors je dis pas qu'ils vont s'écrouler, parce que je suis pas du tout dans cet état d'esprit, mais n'empêche qu'ils vont au moins être stabilisés. Donc on rentre dans une phase qui va être beaucoup plus compliquée pour les marchés actions, après ce qu'on a vécu sur la première partie de ce premier trimestre. J'ai du mal à comprendre, comment dirais-je, aujourd'hui, comment on peut être, si vous voulez, quand c'est un placement à risque, en fait, le marché actions. C'est un placement à risque avec, dans le bon côté des choses. Ça veut dire qu'on ne va pas se ruiner, mais on est un peu dans l'inconnu de son résultat. Voilà. Et donc, à partir du moment où il y a de la volatilité. Non, alors moi, je prêche pour ma parole, c'est ce qu'on est. Qu'est-ce que ça change, pour l'investisseur action aujourd'hui, ces 15 derniers jours et l'enchaînement des événements de ces 15 derniers jours, qu'est-ce que ça change pour l'investisseur action ? On le sait que la classe d'actifs action, il y a de la volatilité, mais maintenant, sur 10 ans, c'est quand même une classe d'actifs qui vous offre 8% de rendement. La classe obligataire, c'est l'obligation d'État, c'est 0,5%. Si on fait sur les emprunts privés, alors de bonne qualité, on est peut-être à 2,5%. Si on est sur ce qu'on appelle le high yield, donc plus risqué, on est à peu près à 5%, donc l'équivalent du risque, et en plus avec l'équivalence d'un risque action. Donc, quand même, la classe d'actifs, action, elle offre du rendement. Maintenant, il faut accepter la volatilité. Donc, ça, c'est quand même un point important. Moi, je voudrais revenir quand même sur... alors, c'est vrai que les banques centrales, il y a peut-être eu un retard à l'allumage, mais après, les banques centrales, pour lutter contre l'inflation, elles connaissent le moyen classique, c'est quand même de relever les taux directeurs. On le sait, ça se fait jamais sans heurts, sans casse. Et c'est toujours les acteurs les plus faibles qui sont pénalisés, voire qui meurent. Alors là, on monte les taux jusqu'à ce que quelque chose casse. C'est l'adage traditionnel qui accompagne les cycles de resserrement de la Fed. Là, pour la Silicon Valley Bank, on a vu que c'était les startups technologiques. En 2008, c'était les subprimes. Donc on a vu des ménages. On avait vu que même on avait prêté aux vendeurs de hot dog du coin. Donc voilà, chaque crise, on voit quelles sont les... Avec une petite image qui était assez intéressante justement de Greenspan qui disait en fait on pêche à la dynamite et on balance. Oui. Quand c'est des petits poissons qui remontent à la surface, ça va. Mais si on met une munition un peu trop forte et que c'est une grosse baleine qui sort, ça va peu du tout. Donc, et donc on en est là aujourd'hui. Non mais qu'est-ce que ça a changé ? C'est moi ce qui m'intéresse, parce que je veux pas qu'on refasse tout le procès des banques centrales, sinon c'est plus le sujet du moment. Mais qu'est-ce que ces 15 derniers jours ont changé dans la logique d'un investisseur aujourd'hui ? Et je disais action, mais dans la logique d'un investisseur multi-asset même, Luciana. Alors qu'est-ce qui a changé ? Moi je trouve que depuis fin 2020, en fait, on a des alternances assez fortes de surperformance des valeurs value, des valeurs décotées et par rapport à la croissance, que ça se fait sur des amplitudes fortes, alors que en fait entre 2008 et 2020, on s'était habitué à avoir une surperformance des valeurs de croissance, et à un moment donné, pendant un an, on avait la surperformance de la value. Donc là, depuis fin 2020, nous, en tout cas, le message qu'on fait passer, c'est d'avoir des portefeuilles équilibrés, c'est-à-dire pas de paris sectoriels marqués. Donc là, dans cette semaine qui s'est écoulée, il y a des points d'entrée intéressants. Si on est téméraire, on y reviendra peut-être sur le secteur bancaire. Quand même, voilà. C'est pas ininvestissable. Oui, non. Si on veut. Mais alors, je donne les différents secteurs. Et après, on ira quand même sur évidemment le secteur qui est sous les projecteurs. Mais voilà, il y a les bancaires. Il y a eu tellement des craintes de récession qu'on a vu que le secteur de l'énergie, des matières premières avait dégringolé. Bon, on sait quand même qu'il y a des enjeux énergétiques importants. Sur les matières premières, alors non seulement on a la Chine qui maintenant a sa politique d'ouverture, donc qui va consommer à nouveau. On a des thématiques de long terme aussi avec les véhicules électriques. Et là, ça touche aussi bien les matières premières comme Eramet qui a du lithium, les semi-conducteurs qui sont aussi comme Infineon sur le secteur
secteur automobile et plus particulièrement sur le véhicule électrique, et puis les constructeurs automobiles comme Stellantis et Mercedes qui ont mis l'accent sur les véhicules électriques. Maintenant, j'allais dire, donc il y a eu le luxe aussi, là, avec la réouverture de la Chine qui était bien. Peut-être que pour des investisseurs qui étaient surpondérés sur certains secteurs, c'est peut-être le temps de réduire un peu les pondérations pour revenir sur d'autres secteurs, d'autres valeurs qui offrent des opportunités. Voilà. Olivier, sur la logique d'investissement multi-asset, est-ce qu'on change un peu de séquence? La première partie d'année a été quand même très favorable au risque action par rapport aux performances obligataires. Alors en janvier, tout a monté, mais c'est vrai qu'en février, on a eu une correction obligataire, les marchés actions restaient performants, et c'est vrai que jusqu'à il y a 15 jours, les marchés actions en performance battaient quand même les marchés obligataires, si je ne dis pas de bêtises. En fait, l'environnement qui est le plus frappant pour moi, c'est pas la volatilité des marchés actions, c'est la volatilité du marché obligataire. Ah oui, on a connu des séances qu'on n'avait pas connues depuis 40 ans. Donc, sur la partie courte, sur la partie courte de la courbe des taux. Donc c'est difficile de bâtir des stratégies long terme quand on ne sait même pas à 50 BP près ce que vaut le 2 ans américain à un quart d'heure près. Donc, voire à 100 BP. Voire à 100 BP près. Donc ma première remarque, c'est que généralement quand c'est comme ça, il ne faut pas trop bouger quand même. Il ne faut pas trop changer son allocation. Nous, on est toujours favorable aux actions, mais probablement un peu plus prudent qu'en début d'année. De toute façon, on s'était dit, même sur ce plateau, fin janvier, début février, on avait la perf attendue sur l'année. Donc, c'était quand même une drôle d'idée de rajouter du risque. Sur le marché obligataire, je serais toujours positif pour plusieurs raisons. Parce qu'on s'approche à quelques mois ou trimestres près de la fin de la hausse des taux, donc c'est toujours un bon moment pour investir en obligations. Et puis 2, que la demande va devenir énorme. Pour revenir sur notre point précédent, si vous êtes rationnel aux États-Unis, vous achetez du T-bill ou du T-note plutôt qu'avoir du dépôt à la banque. Bien sûr, c'est exactement ce qui se passe. Tout ce qui se passe au-dessus de 250 000 $, il faut acheter du T-bill. C'est bien le problème d'ailleurs pour les banques. C'est bien ça qui fait baisser les taux 2 ans, aux États-Unis. Donc la performance du marché obligataire, elle sera bonne. Le crédit, il faut sans doute être un peu plus méfiant. Vous savez qu'on était très positif depuis juillet de l'année dernière. Là, il faut sans doute être un peu plus méfiant parce que qui dit récession dit quand même contagion au spread de crédit. Et d'ailleurs, si on regarde les ISM, si on regarde les volatilités implicites, on voit que les spreads du high yield pourraient être un peu plus larges aux États-Unis. C'est-à-dire que s'ils étaient 75, 100 bips de large de plus, ce ne serait pas scandaleux par rapport aux moyennes au risque aujourd'hui, quoi. C'est un peu moins vrai en Europe où le crédit est toujours un peu plus en ligne avec le cycle économique, mais je dirais que le message c'est quand même un peu plus de prudence. Et vous savez que moi je suis plutôt dans le camp des optimistes généralement, donc là je suis un peu plus prudent, essentiellement à cause de la volatilité, essentiellement parce que les banques centrales naviguent à vue, et puis essentiellement parce que le scénario qu'on bâtit tous les jours, il est généralement invalidé une semaine après. On est censé être en QT, je vous rappelle. Ouais. Le chiffre sera publié ce soir. Réduction du bilan. Réduction du bilan de la Banque centrale américaine. C'est publié tous les jeudis soirs à 22h. On a déjà vu le chiffre de jeudi de la semaine dernière. Après quoi, 100 milliards de plus plus 300. Oui, plus 300 la semaine dernière, mais sur cette semaine... On a diminué la moitié de la totalité du tightening depuis le début. Probablement qu'à ce soir, on aura écrasé tout le tightening qu'on fait depuis plusieurs trimestres. Donc, c'est quand même difficile. Donc, moi, ça m'incite plutôt à la prudence pour les mois qui viennent. Comment on organise une stratégie action, là, aujourd'hui Alors, on ne change pas de stratégie tous les 4 matins, bien sûr, Christian, mais c'est quoi une stratégie action qui est pertinente et qui fonctionne, peut-être, d'ailleurs, dans ces marchés compliqués? Alors, c'est de se dire que le risque reward, il est plutôt négatif. C'est tout. Donc après, il n'est pas question de quitter cette bonne classe d'actifs. C'est pas le problème. Le problème, c'est que pour moi, c'est un peu trop cher. Voilà. Ouais. Donc après, il y a sectoriel, il y a des tas de débats qu'on peut avoir, mais globalement, si on raisonne sur des indices, on n'a pas mis en place, si vous voulez, la hausse des taux longs. D'accord. C'est pas intégré, c'est pas pricé
pressé par les marchés actions quand on les regarde parce que bon, agrégés. Le marché avait tellement baissé effectivement donc l'année dernière et puis il y a eu une reprise, c'était logique parce que là il était en sous-évaluation. Nous chez nous on a des modèles pour valoriser relativement simples, sur on actualise les cash flows et puis on met très peu de paramètres. Il suffit les actions, ça vaut ça, ça vaut le bénéfice par action, le taux de croissance et puis on compare avec un taux sans risque. Et puis voilà, puis il y a une prime de risque, c'est pas plus dire que ça. Et ben aujourd'hui, vous avez la prime de risque, elle n'est pas suffisante. Bon, c'est tout. D'accord. Donc c'est déjà arrivé dans l'histoire. Des fois, ça se termine sur des problèmes plus graves. Là, apparemment, c'est peut-être pas très grave, mais en tous les cas, c'est un peu trop cher. Donc le risque ne vaut pas la chandelle aujourd'hui. Donc il faut une certaine prudence. Alors nous, on gère avec des systèmes de couverture. C'est pas bon, c'est autre chose parce que les actions sont toujours de bonne qualité. Seulement, on n'est pas confortable par rapport au niveau de valorisation d'aujourd'hui. Donc, on fait en sorte d'avoir des protections et puis d'attendre. Alors, jusqu'à maintenant, il faut être honnête. On est un peu étonné, effectivement, que la bourse continue encore un petit peu à monter ces derniers temps. Surtout après, quand on a vu la crise, le développement de la crise bancaire. C'est plus la même dynamique quand même. C'est plus la même vitesse. Ouais, enfin, ça aurait pu à d'autres moments. Oui. Non, mais il y a 3 semaines, on était à 7004 sur le CAC au plus haut historique. Autre chose où d'un seul coup, on perdait 5% vite fait, puis on ne la retrouvait pas. Là, on retrouve assez facilement. Après, il y a des gens qui vous disent il y a beaucoup d'argent dans le marché. Vous savez, l'argent, c'est ce que je dis à certaines personnes, l'argent, regardez les milliards, comme ça se perd rapidement. C'est vite fait de perdre des milliards, des dizaines de milliards, même plus. Bon, donc, il y a de l'argent, mais les gens, ils ne sont peut-être pas forcément prêts à le perdre. Donc, oui, puis il y a le monétaire. Si on veut mettre de l'argent en sécurité avec du rendement, il y a le monétaire. Mais alors là, vous avez mis le doigt exactement sur le problème. C'est que quand on valorise des choses, les taux sans risque, c'est un paramètre. C'est-à-dire que quand on vous propose 0, vous allez effectivement acheter des actions. Là, c'est du 400, 500 points de base. Vous avez des taux encore bien plus élevés que ça. Pourquoi prendre un risque sur les marchés actions? Voilà, donc... Donc c'est pas le moment. J'allais dire que ça correspond à votre profil de risque d'investisseur. C'est-à-dire que si vous avez un profil de risque prudent, c'est vrai que ces dernières années, vous les avez mal vécues parce qu'il n'y avait pas de produits sans risque qui offraient du rendement. Et que là, aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité. Oui. Mais quand même, sur le long terme, moi, je reviens quand même à mes chiffres. Sur le long terme, la classe d'actifs actions, elle offre 8% de rendement, alors que les emprunts d'État, c'est 0,5%. Et en fait... pour valoriser son patrimoine sur le long terme, si on prend une période de 20 ans, rien qu'une différence de 3% de rendement, de performance, ça a l'air de rien, mais sur 20 ans, ça fait vous doublez votre patrimoine. Oui, cumulé, bien sûr, oui. Voilà, donc c'est ça aussi. Mais c'est vrai que ça dépend de votre profil de risque. Tout le monde n'est pas prêt à prendre ce genre de risque, et puis vous connaissez le métier aussi bien que moi, et donc à partir du moment où vous entraînez quelqu'un sur du risque alors qu'il n'y est pas prêt, il va se passer qu'à la première baisse, il va vouloir vendre. Ah oui, exactement. C'est pour ça que c'est important de connaître le profil de risque. Alors après, moi, je parle d'une autre chose, si vous voulez, qui est assez visible. La volatilité, on dit on s'en fout, parce que finalement, sur 10 ans, vous faites la performance que vous avez indiquée. De temps en temps, ça a une grande baisse, après on s'en fiche. Eh bien, c'est pas vrai. Quand vous regardez un EPCVM et vous regardez les collectes, quand la bourse est haute, ça souscrit. Ça collecte, mais ça c'est... Quand ça baisse, en fait, la valeur ajoutée du gérant, s'il a fait, mettons, 10% sur une année, c'est pas vrai. S'il a fait beaucoup de volatilité, les gens sont rentrés quand il était à plus 20, ils ont vendu quand il était à moins 10. Donc, à l'arrivée, on ne peut pas négliger ce phénomène-là. Olivier, je voulais qu'on revienne au sujet des dépôts bancaires aux États-Unis, parce que c'est quand même un truc qui me marque et qui marque Janet Yellen. La vitesse à laquelle les dépôts se déplacent aujourd'hui, et je crois que c'était un des officiels de Citi aujourd'hui à l'occasion d'une conférence qui dit on est en train de voir sous nos yeux balayer tous les modèles de risque, les modèles de stress test, les modèles de régulation qu'on a empilés depuis 10 ans post-Lehman, à l'heure des réseaux sociaux et de la modernité numérique aujourd'hui. Que valent encore ces modèles? Janet Yellen, dans sa conférence hier, disait, ce qu'on a vu chez SVB, la vitesse de sortie des dépôts, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Ça change beaucoup de choses. Pour donner quelques chiffres, SVB, c'est 40 milliards de retraits en 3 jours. La précédente faillite bancaire aux États-Unis, ça devait être Washington Mutual en 2009. Ils avaient eu 18 milliards en 3 mois. Donc, vous voyez à peu près, c'est plus 3 mois, c'est 3 jours. Ça change tout. 18 milliards, c'est 40 milliards. Pourquoi il y a un vrai problème? Les dépôts aux États-Unis, c'est 17 000 milliards de dollars. Donc on voit aussi la petite crainte de garantir à 100% ce montant assez élevé. Alors après, si vous enlevez les dépôts qui sont inférieurs à 250 000 $, il vous reste
en gros 7 000 milliards de dollars à garantir par Janet Yellen. Quand même. Bon, 7 000 avec un petit plafond de la dette qui arrive en plus. Ça peut faire transpirer. Ouais. Et ce qui est vrai, là encore, pour vous donner des chiffres sur les dépôts, il y a eu 1100 milliards de dollars de sorties sur les banques américaines, sur les dépôts dans les 12 derniers mois, dont 500 milliards depuis SVB. Donc la vitesse à laquelle ça va est juste affolante. Et moi, je suis franchement persuadé que si hier soir, Jérôme Powell avait dit on garantit à 100% les dépôts, là, ça n'aurait rien changé. Mais rien du tout. Les gens ont continué à acheter plutôt du T-bill et des treasuries que laisser leur argent sur les banques commerciales de taille moyenne aux États-Unis. Ils ont continué à mettre leur argent plutôt chez JP Morgan, BofA, Citi, Wells Fargo. Je fais attention de ne pas en oublier un. Non, bien sûr. Les quatre gros, plutôt que les laisser dans les banques régionales. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose. Vous dites, c'est même pas juste. Ce serait juste un sujet de confiance. Une parole publique de Janet Yellen, de Jérôme Powell peut maîtriser. Malheureusement, là, il y a la révélation que votre dépôt n'est pas rémunéré et qu'à côté, sur du 7 jours, du 1 mois, du 6 mois, vous avez une rémunération extraordinaire pour de l'argent que vous pouvez laisser tranquillement bloqué pendant quelques mois. Alors, la réglementation en Europe est différente. C'est-à-dire les calculs de LCR, les calculs de liquidité. Vous n'avez pas le droit de faire ce qu'a fait SVB en Europe, ou en tout cas, c'est mesuré et ça doit être publié. Donc, le système bancaire européen, sur le papier, il est beaucoup plus solide et beaucoup mieux régulé. Après, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une crise bancaire, généralement c'est toujours aux États-Unis, il y a une couche de régulation supplémentaire qui va arriver. Généralement, c'est en Europe. Donc, mais c'est aussi parce que l'administration Trump avait voulu réguler ces banques commerciales. Bien sûr. Mais l'Europe se vit comme une puissance réglementaire. Dès qu'il y a matière à réguler encore plus... Il avait attaqué le régulateur en disant, en fait, il freine la croissance, on va libérer les banques commerciales, comme ça elles vont pouvoir prêter aux agents économiques qui ont plein de projets. On le voit avec la Silicon Valley Bank. Comme vous avez dit, il y a un problème en fait de gestion de l'actif passif. C'est normal que les banques elles aient des dépôts et qu'elles investissent. Maintenant, est-ce qu'il fallait faire comme Silicon Valley Bank, c'est-à-dire d'investir que sur des actifs long terme en sachant que vous avez une base de clientèle très concentrée uniquement en plus sur start-up techno, ou comme les banques européennes, une base d'investissement beaucoup plus diversifiée avec une part d'actifs liquides importante. Mais ça veut dire, Olivier, je vous laisse finir, mais il y a deux stratégies qui s'affrontent. C'est-à-dire, il y a quand même l'idée en Europe que la réglementation peut permettre de restaurer ou préserver la confiance et qu'il faut qu'il y ait une bonne application de la réglementation par tous les acteurs du système. Et plus il y aura de réglementation, mieux ce sera. Aux États-Unis, on voit qu'on est capable de s'en affranchir, mais que derrière, tout de suite, c'est la garantie publique, la signature du Trésor et donc l'aléa moral jusqu'à un certain point. Donc moi j'aurais dit que, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, je ne pense pas qu'il y ait de crise bancaire en Europe, franchement. Je pense que c'est vraiment un problème américain d'une part et un problème suisse d'autre part, mais on est quand même encerclé par des problèmes bancaires. Donc, ça veut dire réglementation qui va nous tomber dessus. Enfin, je ne vois pas comment il n'y aurait pas une nouvelle réglementation de publication, des gaps d'ALM et tout, un peu plus... donc, des déséquilibres actifs passifs. Et des mismatchs, des déconnexions actifs-passifs. de tomber. Il y en a déjà beaucoup, mais je pense que ça va se renforcer. Et tout ça ne fait que freiner la distribution de crédit. Et ça m'embête parce que moi qui étais très positif sur le système bancaire, la marge de crédit des banques européennes était assez forte. Et si on c'est tout bête, mais si on réduit le volume de distribution, on réduit la marge. Donc le monde bancaire est en train à nouveau de changer. Le monde bancaire, je pense que là on est un peu dans une période de trouble. Alors, on comprend de la BCE, de l'ACPR notamment en France, qui disent non, il n'y aura pas de couche de réglementation supplémentaire. J'aimerais bien les croire, mais je serais tenté de dire, vous savez, nous qui étions surpondérés sur le secteur bancaire, on revient à neutre, on attend de voir ce qui se passe dans les 3-6 mois qui viennent, et on reviendra après, même si, objectivement, les valorisations sont loin d'être euphoriques. Vous savez que depuis le début de l'année, le secteur bancaire fait environ plus 6% en Europe, malgré tout ce qui s'est passé. Alors, vous me direz, il était à plus 30 fin février, donc on a bien baissé. Sur les 6 derniers mois, vous faites plus 35%, donc en gros, c'est le double de la performance du stock 600. On prend ses profits, on attend de voir, en espérant qu'il n'y ait pas une couche réglementaire supplémentaire, mais quand même, j'ai l'impression que ça rôde autour du système bancaire. Oui, d'autant qu'il y aura une vague de réglementation aux États-Unis à nouveau. Enfin, c'est toujours le jeu du stop and go. Il y a une différence quand même à avoir entre les banques commerciales et les grandes banques américaines. Alors après, je ne sais pas pour les banques européennes, mais
Moi, depuis 2008, le régulateur a beaucoup, on va dire, acculé les banques. Alors peut-être qu'il y aura d'ici de là d'autres régulations, mais en même temps, on a vu aussi qu'en 2020, on ne pouvait pas se passer des banques, qui est au cœur du financement de l'économie. En Europe, c'est le canal de transmission de la politique monétaire. Voilà, si on plaque les banques contre le mur, en fait, on a quand même un problème. Donc moi, je pense pas non plus. C'est pour ça que après, il faut être mesuré. C'est quand même, alors les services financiers, c'est 17% des indices, donc c'est important d'en avoir. Les banques européennes, les régulateurs, tout le monde a bien communiqué pour dire qu'elles étaient fortement capitalisées. Elles n'étaient pas dans la même situation que 2008. Je pense que c'est vrai. Maintenant, quand même, le point important, c'est la confiance. Et ça, oui. Parce que Crédit Suisse aussi était bien capitalisé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les dépôts, ça peut aller plus vite. Mais vous vous rappelez, même, on peut citer même Northern Rock en Angleterre, quand les clients ils sont allés dans la rue. Mais c'est ça qui me frappe, Lucie. Oui, mais c'est la vitesse à laquelle le risque de réputation se matérialise et se développe. De toute façon, on le sait, n'importe quelle banque, à l'instant T, si tous les clients veulent retirer leur argent, c'est pas possible. Oui. Bon, mais Northern Rock, ça a pris des semaines. Oui, mais ils ont été nationalisés. Et on le sait aussi. Et après, derrière, normalement, chaque banque, il y a un État. Et bon. C'est ce qu'on voulait casser quand même à un certain stade après la crise souveraine en Europe, notamment la fameuse idée du mieux vaut le bail-in que le bail-out. Et après le week-end suisse, je suis pas sûr qu'on soit totalement sorti des schémas de sauvetage public. Bon, sur le secteur bancaire, je ne sais pas, quelle est la vue maison de 21st, Christian ? Alors, moi, j'étais toujours à l'écart du secteur bancaire pour des raisons de volatilité et puis fondamentalement, comme il ne faut pas oublier que l'indice européen des banques, il est quand même passé en 10 ans de 400 il est tombé à 50. Oui. 50 à 100. Alors vous me direz, c'est super d'acheter à 50 et en demander à 100, mais malheureusement, en général, il y a beaucoup de gens qui ont acheté, même s'ils n'ont pas acheté à 400, ils ont acheté... Donc, je ne trouve pas, si vous voulez, d'histoire sur le futur. Alors, sur du long terme ? Sur du long terme, je ne vois pas. Alors après, c'est comme quelqu'un comparait ça, c'est comme le corps humain, si vous voulez, c'est le système sanguin, la banque. Donc, sans passer ou les mettre à l'écart, comme vous disiez, c'est assez insensé. Mais après, en tant qu'investisseur, je ne suis pas convaincu par le secteur. Alors ça, c'est vraiment global. Après, maintenant, aujourd'hui, quand on entend ce qui vient d'être dit, vous avez d'un côté, alors on n'en a pas trop parlé, mais quand même l'inversion de la courbe des taux, on s'en est rendu compte, c'était quand même extrêmement défavorable, parce que pendant un moment on a dit c'est formidable, les taux montent, c'est super pour eux. Le problème c'est que les taux étaient inversés, et donc ça coûte. Ils ne rémunéraient pas les dépôts, leur courbe bancaire elle était très pentue, ils transmettaient pas justement la hausse des taux courts aux dépôts, donc pour eux c'était quand même un moment... Oui, mais là, donc du coup, c'est plus favorable. Après, apparemment, autour de cette table, on en convient, on va quand même vers du ralentissement économique d'une façon. Bon, le mot a été cité, récession, on le dit ou on ne le dit pas, mais en tous les cas, on va comme un ralentissement. Et puis, un ralentissement des crédits bancaires, donc du volume. Alors, à partir du moment où vous avez l'inversion de la courbe des taux, et puis c'est-à-dire votre marge, et puis le volume qui baisse... Oui, le cas d'investissement est un peu dégradé. Je ne suis pas convaincu. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Christian Mariette, 21st Capital, Luciana Duprat, Portzamparc et Olivier de Béranger, la financière de l'Échiquier, qui étaient nos invités en plateau.